Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast avec Loïs Monaco. Salut Benjamin. Salut Loïs, ça va? Ouais, toi? Ça va. Je te laisse te présenter à nos auditeurs. Ok, alors Loïs Robin Monaco. Je suis préparateur physique depuis une dizaine d'années dans la région niçoise. Et je m'occupe du Nice Volleyball, qui est un club de Pro A, Mhm. et de l'Olympique Nice Natation, donc avec des nageurs élites. Et j'ai travaillé aussi avec pas mal d'athlètes de niveau national et international, en kitesurf, en boxe, dans pas mal de disciplines différentes, patinage artistique aussi. D'accord, donc un gros CV bien rempli. On essaye. Donc tu sais qu'en ce moment, la grande tendance est le travail de mobilité. Ouais. Est-ce que toi, tu le pratiques? Est-ce que c'est une priorité pour toi? Tu l'abordes comment cet aspect-là de la préparation physique? Alors c'est intéressant parce que le travail de mobilité, effectivement, c'est un peu la tendance, c'est un peu la mode. Ça va toujours un petit peu du travail minimum en mobilité, avec des extrêmes et des gens qui mettent ça vraiment au cœur de leur préparation. Euh, Moi, j'ai coutume de dire et de penser qu'on recherche déjà une mobilité optimale et pas maximale. Et encore plus quand on ramène ça à la problématique d'un athlète, euh, qui est par définition, surtout dans le haut niveau, quelqu'un qui est anormal. Donc il ne faut pas forcément chercher à le normer vers quelque chose. Bien sûr, il faut avoir des standards. Et donc il faut trouver la bonne dose de mobilité pour lui permettre d'exprimer son geste sportif. Je vais te donner tout de suite un exemple intéressant que j'ai utilisé il y a quelques années. Alors souvent on fait le FMS en début de saison et puis on le répète plusieurs fois dans la saison. Et j'ai l'entraîneur de l'équipe de volley qui vient me voir un jour et qui me dit, voilà, le passeur, il est bon sur les passes vers l'avant. Par contre, sur la passe vers l'arrière, il a les bras un peu fléchis, il ne tend pas complètement le bras, il se la joue à l'américaine comme s'il était en NBA, son geste n'est pas propre. Et l'entraîneur essayait de corriger le geste. Donc, après une série de tests, le FMS et également d'autres tests, il s'est avéré qu'effectivement, en termes de mobilité thoracique, ce joueur était très limité, à la fois dans les extensions et également dans les rotations. Donc, on a mis en place un travail correctif, essentiellement dans l'échauffement, à base de mouvements de mobilité, puis après de mobilité chargée, puis après de transférer cette mobilité et sur les gestes de musculation et sur des mouvements de plus en plus rapides. Et effectivement, cet athlète, au bout de quelques temps, s'est mis à améliorer sa passe vers l'arrière. Donc, effectivement, on a directement là, tu vois, un transfert entre l'évaluation de la mobilité, le travail correctif, et après comment ça se transfère Et directement, l'activité elle-même. et l'activité, et ça se transfère sur la phase de jeu. C'est-à-dire que non seulement il est capable de réussir un geste, mais en plus de ça, réaliser ce geste de nombreuses fois pendant 5 sets dans le match lui coûte moins d'énergie puisqu'il a la place pour s'exprimer. Une certaine efficience retrouvée. Voilà, on retrouve de l'efficience, on retrouve du geste. Donc ça, c'est une première notion. Après, effectivement, on travaille de manière... moi, j'aime bien travailler les choses de manière assez simple. Pourquoi? Parce que... Alors, je vais prendre l'exemple du volleyball, tu vois, mais dans le volleyball, tu as des joueurs qui arrivent, qui ont des contrats de 1 an, qui ont des backgrounds très différents. Donc certains ont eu une éducation athlétique, d'autres ont eu très peu d'éducation athlétique. Certains ont eu une éducation athlétique dans les pays de l'Est, d'autres en France. Amérique du Nord. Ils ont Amérique du Nord, ils ont des bobos physiques différents avec lesquels il faut de toute façon gérer parce qu'ils de toute façon ils doivent jouer. Donc du coup, je suis obligé d'avoir une approche très pragmatique. C'est-à-dire que je ne peux pas me lancer dans un travail correctif énorme. Tu vois, une des premières constatations que j'ai... Ouais, une limite circulaire et qui va se bouffer lui-même et tu ne vas pas développer les qualités qu'il faut pour performer à un moment. Et en plus de ça, très souvent, les préparateurs physiques, alors c'est un biais, ils ont tendance à vouloir développer les qualités physiques pour leur activité. C'est-à-dire, moi je veux qu'il soit bon en mobilité parce que je veux absolument qu'il fasse du overhead squat ou je veux absolument qu'il ait un squat parfait ou je veux absolument qu'il ait ce mouvement-là. Non, il faut développer la mobilité de la même manière qu'il faut développer la force parce que 1 à 2 fois par semaine, pendant 8 mois, ton joueur, il va avoir besoin de cette mobilité-là pour l'activité qu'il pratique 4 heures par jour. 4 heures par jour, toute l'année. Et nous, en intervention, en tant que préparateur physique, on n'a pas ce temps-là. Et j'ai pas le temps sur un joueur. Alors en plus, imagine dans le volleyball, tu as des mecs de 2,10 m.
Les faire s'accroupir, ça devient Pour les compliqué. faire s'accroupir, c'est Ça devient compliqué, c'est des compliqué. grands leviers, c'est des hanches, c'est particulier. Ce sont des sauteurs, donc ils ont des rigidités particulières aussi qui leur permettent de sauter. C'est une habileté motrice assez Après, particulière. ça dépend le du volleyball. poste. Ça dépend du poste. Ça Parce que dépend le du poste. réceptionneur attaquant ne sera pas la même chose que le Voilà. pointu. Alors quoi. le libéraux, Ça, forcément, lui, il a l'habitude d'aller vers le vers le sol. Tu sol. vois, le travail de sol, c'est quelque chose de plus pragmatique pour lui. Mais sur le central, le joueur grand, l'athlète qui a déjà un background, il faut que je trouve la bonne dose pour lui permettre d'être un petit peu plus à l'aise dans son activité. Et donc, je ne peux pas me lancer dans des routines correctives de 1h30. c'est pas Et possible. même si j'avais envie de faire ça, pour certains, à un moment, le gars il te dit j'ai besoin de squatter. Sauf cas particulier qui a besoin vraiment de travailler Voilà, ça alors de A sauf à cas Z. particulier, sauf temps, sauf demande de l'entraîneur. Il faut être capable de vraiment savoir en quoi la mobilité va t'aider. Alors parfois à faire des choix, tu vois, le FMS, il te permet aussi de savoir quel exercice tu peux utiliser directement en musculation. Je vais directement utiliser ça. Si cet exercice-là, il ne peut pas le faire. L'exemple le plus courant, c'est l'haltéro. C'est complexe. Ça a un coût nerveux important. Ça demande de la mobilité sur beaucoup d'articulations, Une grosse coordination. une grosse coordination. On sait que ce n'est pas nécessairement le truc qui se transfère le plus sur la puissance. Tu as un travail parfois très simple à faire avec du medicine ball, avec des sauts. On l'a vu aussi avec les profils force-vitesse, que ce n'est pas forcément l'athlète le plus fort Qui saute le plus haut. qui saute le plus haut. Donc, il va falloir que j'utilise certains outils de mobilité pour l'évaluer et pour le mettre en place après, qui doivent être simples. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place des routines pour l'échauffement. Alors, parfois, il n'y a pas toujours les moyens, les trucs. Donc, balle de tennis, quand tu n'as pas la possibilité d'acheter une balle de massage de qualité, des rouleaux, des outils. Donc, il commence par de l'automassage. On fait une routine de mobilité. Très souvent, on fait une part de mobilité chargée. Et le mec, il est déjà en train de mettre sur une articulation la tension dont il va avoir besoin. Et pour la muscu, et il est déjà en train de s'étirer, entre guillemets, et de se renforcer également. Complètement. Il est déjà en train de se connecter à son centre du corps. Et il est debout, c'est sa position de jeu. Donc quand je fais ça, je gagne directement du temps. Et après, quand ça va, je peux commencer à amener ce travail de mobilité vers des positions plus complexes. Un genou au sol, les deux genoux au sol, voire pourquoi pas le même mouvement dans une position de squat. Position de squat que j'aurais travaillé au préalable, dans les échauffements, dans lesquels j'aurais fait travailler les athlètes, rester, travailler avec des positions, etc. Donc du coup, ça fait tout un travail qui est transférable, qui est utile. Quand ils passent en musculation, ils ont déjà préparé ce qu'ils doivent préparer dans la séance. Ils ont déjà fait un Il y a échauffement une spécifique. réactivation pour l'activité suivante. Voilà, et donc ils sont réactivés. Et pareil, j'aime pas sursolliciter des muscles. Tu vois, tu as un peu le même problème sur le travail de force. Alors, j'ai rien contre les routines correctives, tu sais, à base d'élastique, de rotation interne, rotation externe, etc. Le seul problème que j'ai, c'est que à force de faire du correctif, les athlètes ne s'entraînent pas assez. On est en Moi, j'ai vu sous-performance des en athlètes sous-entraînement. qui passaient 60% de leur temps d'athlétisation à faire de la réhab, de la Ouais. préhab, parce qu'ils ont eu une vieille blessure, parce qu'ils ont fait ça quand ils avaient 12 ans, 15 ans, 18 ans. Et on comprend comprend pas pourquoi ils performent de moins en moins. Et on ne comprend pas. Ils ont besoin de s'entraîner, ils ont besoin de développer leur force, ils ont besoin d'avoir une mobilité qui leur permette de développer leur qualité de force et de puissance. Donc il faut aller à l'essentiel, et il ne faut pas perdre de temps non plus avec tous ces éléments. Et rentrer dans un cercle vicieux qui amène à rien et qui amène à la contre-performance qu'on ne recherche pas du tout C'est ça. finalement. Et in C'est fine. ça. Et tu sais, ce que j'aime bien faire, c'est aussi faire directement le lien entre la mobilité et l'exercice. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des athlètes, pour reprendre cet exercice, cette notion Ouais, de routine rotation. corrective, qui n'étaient pas capables de faire un développé couché entier. Donc, ils font un demi-développé couché. On en a beaucoup parlé ces dernières années avec le problème des demi-squats et des squats complets. Est-ce qu'il faut l'un, est-ce qu'il faut l'autre? La vérité, elle se situe parfois un petit peu au milieu. Mais alors, parfois, l'athlète, il n'arrive pas à faire du développé couché entier parce qu'il veut faire du développé couché trop lourd. En faisant ce développé couché trop lourd, il a mal aux épaules. Solo. Donc du coup, il fait des routines correctives. Mais du coup, il fatigue des petits muscles qui, Qui quand veut- il va taper plein pot dans la balle, font que ces petits muscles se blessent. Un autre constat que j'ai fait sur la mobilité, c'est que alors souvent le préparateur physique, le premier laboratoire de terrain, le premier constat, c'est lui-même. Et Complètement. alors moi, j'ai grandi dans mon cursus d'entraînement en n'étant pas quelqu'un de très fort.
Tu vois, et je comprenais pas pourquoi il y avait des gens très forts qui arrivaient à monter sur des perfs très vite. Et moi, à l'inverse, je suis hyper lax. Donc la mobilité, c'est quelque chose de naturel pour moi. Et je me suis dit, effectivement, la mobilité, c'est pas le truc ultime pour tout le monde, quoi. Il faut pas toujours commencer le travail par de la mobilité. Il y a des gens dont la priorité, c'est d'apprendre à limiter les fuites d'énergie, c'est-à-dire créer de la tension. Tu sais qu'on travaille beaucoup ça, nous, dans le système d'entraînement Strong First, notamment avec le kettlebell. Mais c'est comment limiter ces fuites Ces dispersions d'énergie. Ces dispersions d'énergie pour créer de la rigidité. C'est un des chevaux de bataille du professeur McGill, qui est de créer de l'énergie et de la compression entre le buste corps et le bassin pour créer de la stabilité. Parfois, le travail de mobilité, en te faisant prendre conscience que tu peux t'allonger, il te fait également prendre conscience que tu peux te compresser. Via la respiration diaphragmatique ou des bêtises comme ça. Exact, des bêtises, c'est ça. Donc parfois la mobilité, le travail de mobilité, de souplesse, c'est juste aussi un rappel pédagogique. Tu vois, tu peux aller plus loin, maintenant je veux que tu ailles plus bas. Je veux que tu compresses. Et que tu transmettes les forces. Et je veux que tu puisses transférer. Moi, si quelque chose ne s'intègre pas et ne se transfère pas, c'est très bien pour le fitness, c'est-à-dire c'est très bien pour monsieur, madame, tout le monde. Il faut le faire. La mobilité, elle a aussi un rôle de gestion du système nerveux. Donc quand tu vas prendre le temps de t'étirer, tu vas prendre le temps de respirer, tu vas prendre le temps de te détendre. Si tu y penses, parce que la plupart du temps, les gens n'y pensent pas. C'est ça. Mais généralement, les gens qui n'ont pas la patience de s'étirer, tu vois, de se détendre dans une routine d'étirement, de prendre le temps, ce sont également des gens qui sont très stressés. Qui ont une ventilation très mauvaise et qui ne connaissent pas leur diaphragme ni leur transverse. Alors ça respire très haut, avec les ça côtes, antériorise, c'est en tension, donc c'est un peu le cross syndrome de Janda. Et effectivement, dès que tu remets du travail de respiration dans le ventre, dans les côtes, ça remet les structures en place naturellement. Et encore une fois, c'est pas la respiration, c'est pas la solution miracle, comme elle est vendue par certains aspects, c'est pas la mobilité. C'est pas le travail de force. C'est des briques. C'est l'intégration que tu peux en faire. Et dans le sport de haut niveau, il faut être très rapide et très efficient avec ça. En gros, on se demande c'est comment créer le mouvement, in fine, grâce à ce travail de mobilité, de force, de respiration, etc. Ouais. Et je pense que la plupart des praticiens que nous sommes, que ce soit les entraîneurs, les préparateurs physiques, les kinés, tout ça, on a tendance à trop se focaliser sur des choses par effet de mode, par expérience, et on oublie que finalement que le mouvement est une équation extrêmement complexe avec son système nerveux, son système myofacial, son système articulaire, qui sont des systèmes qui sont interdépendants. Et finalement, le mouvement, c'est quoi? C'est de la mobilité à la fois, de la force, une volonté de bouger, parce que si tu n'as pas envie de bouger, on ne te fera jamais bouger. Et j'allais dire postural, est-ce que le système de base est déjà bien calibré? Je pense que déjà, si on arrive à faire une équation comme ça du mouvement, on a résolu 90% des problèmes. Ouais. Et tu sais ce que je fais faire? Alors, pas avec tous les athlètes, mais une solution qui est simple, qui reprend tous les patterns testés dans le FMS, qui reprend la plupart des patterns de mouvement du corps, qui t'oblige ou à avoir une évaluation de la mobilité ou à développer une bonne mobilité, des niveaux de force adéquats, c'est le relevé, ce qu'on appelle le Turkish Get Up, avec kettlebell. Quand tu le fais bien, tu passes partout. Voilà. Alors tu sais, Brett Contreras, il a fait des études sur le quart de mouvement, le quart de levée. Il a vu que l'ensemble des muscles du centre dépassaient les 100% d'activation volontaire quand tu te relèves avec une charge lourde. Tu vas chercher la réserve de force. Voilà. Donc, tu as une charge qui te compresse l'épaule. Tu es obligé, comme tu es compressé, tu es obligé d'aller chercher ta mobilité au niveau thoracique. Tu roules, tu te redresses. Si tu n'as pas une bonne mobilité de hanche, tu ne peux pas te redresser dans la position intermédiaire. Et tu termines par une fente avec un bras au-dessus de la tête, donc overhead. Et tu es obligé de limiter à ce moment-là l'extension. Donc tu es dans le travail d'anti-extension. Je sais que c'est un travail dont Aurélien parle régulièrement aussi. Et donc là, tu vois, tu as un exercice que tu peux utiliser sans charge, que tu peux utiliser avec une chaussure sur la main ou un verre d'eau pour augmenter le contrôle moteur, que tu peux utiliser avec une charge. Tu peux utiliser un kettlebell si tu veux activer un petit peu plus les rotateurs de l'épaule. Tu peux utiliser un haltère si tu n'as pas
de Même un kettlebell. élastique. Tu peux utiliser même un élastique. Tu peux utiliser l'élastique pour créer des moments différents, un peu comme les Pall of Press le font dans le mouvement. Et là, tu as un exercice simple, c'est pas très compliqué à apprendre, malgré l'air que ça en est. Ça te permet de mettre de la complexité dans ton entraînement, ce qui fait que quand tes athlètes ils reviennent sur un développé couché, un squat, finalement c'est plus simple. Et tu as quelque chose qui te permet de travailler la mobilité et la force. Pour moi, ça c'est l'expression ultime, tu vois, de ce qu'un mouvement peut faire, de gagner du temps et d'intégrer le mouvement pour un athlète. Et finalement, qui a un apprentissage moteur pas si difficile que ça. Non. Et qui permet vraiment d'être une situation de test et une situation d'entraînement à la fois. Quoi. Tu sais que Gray Cook, il était connu pour pouvoir scorer le FMS en regardant le relevé d'un sportif. Non, ça je savais pas ça. Donc ce que tu vois dans le par exemple, tu vois les mauvais ASLR, les mauvais levés de jambes, tu le vois tout de suite quoi. Quand quelqu'un manque de contrôle sur le truc, quand la personne se lève avec le KB et que la jambe se lève, tu sais tout de suite que ça va être en lien direct avec ça. Avec l'élévation active de la etc. Les mouvements de force, voilà. Donc en fait, tu peux synthétiser avec très peu d'éléments, évaluer de manière simple, corriger de manière simple, chercher juste ce dont l'athlète a besoin. Encore une fois, un athlète grand ou un athlète avec des segments différents, on va rarement, on ne peut pas faire un scanner complet de l'articulation pour voir si l'athlète il a une hanche écossaise et s'il va pouvoir faire ci ou ça. Est-ce qu'il a une bonne rotation? Est-ce qu'il a une bonne rotation? Il faut évaluer de manière simple, il faut réfléchir des problématiques de manière simple et il faut que ce soit transférable tout de suite. Je pense que souvent quand les prépas ils partent dans des trucs trop compliqués, et ils pas parlent perdre plus aux l'athlète, entraîneurs. c'est ce que j'allais te dire, et pas perdre l'athlète quoi. Et ils peuvent perdre l'athlète parce que l'athlète ne comprend pas pourquoi il fait tout ça. Pourquoi il fait ça. Et surtout, s'il se sent pas mieux avec ton travail, mais que toi tu es en train de te dire bah super, maintenant on a un squat à 2,5 fois son poids de corps. C'est quoi l'utilité? C'est quoi l'utilité? Et la perte de temps que tu as eu derrière. Ouais. Donc derrière cette réflexion de mobilité, il y a quelle est la place de chaque qualité, pas forcément en général, mais pour chaque athlète. L'individualisation quoi. On en revient à l'individualisation qui est de la charge et de l'entraînement. Et oui, tout à fait. T'as fait le tour un peu de tout ça? Bah écoute, ouais, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. D'accord. Merci beaucoup Loïs. N'hésitez pas à partager et à liker la prochaine vidéo et on se retrouve pour le prochain podcast. À bientôt.